bonsoir à tous. Bonsoir à tous, ouais, bon, on n'est pas nombreux, mais finalement ça va peut-être pas être plus mal parce que comme ça je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors j'ai préparé une présentation. Alors si vous n'avez vraiment pas de questions sur chaque diapositive, on va passer parce que peut-être que certains d'entre vous sont déjà venus. Enfin donc voilà, on va aller assez vite et comme ça je vais pouvoir répondre à vos questions. Je m'appelle Héloïse, je m'occupe de Campus France Mauritanie. Donc, Campus France Mauritanie, c'est donc un service de l'ambassade de France. On est là pour vous informer sur les études supérieures en France et vous accompagner dans la construction de votre projet d'études et aussi de faciliter les démarches consulaires et pédagogiques. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment on est l'intermédiaire entre les universités, le consulat et vous. Donc c'est pour ça qu'on joue un peu un rôle vraiment central au sens littéral du terme. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'être en contact directement avec les établissements dans lesquels vous allez postuler. Juste un petit panorama général. Donc en France, il y a 2,7 millions d'étudiants dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Et parmi ces 2,7 millions d'étudiants, on compte entre 370 000 et 400 000 étudiants, donc ce qui représente une part à 14%. Sur la petite carte de France, là, on voit que l'Île-de-France reste une région extrêmement attractive pour les étudiants, bien évidemment, parce que c'est une très grande mégalopole, avec de très nombreux établissements d'enseignement supérieur, et dont de très très prestigieux. Voilà, il y a quand même d'autres régions qui montent et qui sont très attractives pour les étudiants, notamment pour les étudiants étrangers, tout simplement parce que vivre à Paris et en région parisienne, ça a un coût. Une capitale, c'est toujours un peu plus cher que le reste du pays. Donc, on a deux grandes régions qui se détachent. Donc là, en bas à droite, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je suppose que vous n'êtes pas tous familiers avec la géographie de la France. En tout cas, voilà, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Lyon. Ça, vous avez sûrement entendu parler. Lyon, Grenoble. Et on a l'autre région, Grand Est, là, tout à droite. Région frontalière avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse aussi. Donc, avec comme grande ville Strasbourg. Voilà, alors les 6 premiers pays d'origine des étudiants internationaux en France, donc on voit que vraiment les étudiants africains tiennent une belle part de ce classement, avec les Marocains, Algériens, Sénégalais et Tunisiens. Voilà, en deuxième position, on trouve quand même les étudiants chinois et les Italiens en 4e position. Bon, les Italiens, c'est dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Erasmus. Voilà. Alors, le système des diplômes. Alors, est-ce que vous connaissez tous le système des diplômes? Est-ce que vous voulez que j'explique ça? Oui? Alors, comment est organisé l'enseignement supérieur à l'université en France? Alors, c'est exactement le même que le système mauritanien, c'est-à-dire que c'est organisé sous forme en LMD, donc le système LMD, licence, master, doctorat, et à l'issue de chaque semestre, on obtient 30 crédits. Donc, sachant qu'une licence dure 3 ans, évidemment comme en Mauritanie, à l'issue des 3 ans de licence, on obtient 180 crédits. À l'issue du master, on obtient 120 crédits. Voilà. Le doctorat, on ne compte pas sous forme de crédit, puisque c'est une durée un peu aléatoire en fonction de l'avancement du projet de l'étudiant. À quoi servent ces crédits? Tout simplement, ils sont transférables entre systèmes similaires. C'est-à-dire qu'un pays qui va utiliser le même système de crédit va pouvoir reconnaître votre diplôme. Voilà. Donc, par exemple, si j'ai une licence 3 en Mauritanie, ça va être reconnu comme une licence 3 en France. Voilà, ça sert à ça les systèmes de crédit. Après, vous pouvez très bien avoir un diplôme votre diplôme ça sera reconnu dans un pays qui n'utilise pas ce système, mais ça va être des démarches plus longues, et voilà. Là, en gros, tous les pays qui utilisent le système LMD et le système de crédit se sont mis d'accord pour dire, voilà, une licence 3, ça vaut une licence 3 dans tous les pays qui utilisent le même système. Alors, ensuite,
ça, c'est vraiment le très grand schéma général des études accessibles après le bac. Donc, on voit qu'il y a le système universitaire à gauche et le système parallèle à droite, avec les écoles spécialisées et les grandes écoles. Alors, c'est un peu comme en Mauritanie, aussi, vous avez l'école supérieure polytechnique, voilà, c'est pas le système universitaire. L'école supérieure polytechnique, on y rentre après 2 ans de prépa, l'IPGEI. Donc voilà, donc c'est un peu le même système en France, avec beaucoup plus d'établissements. Mais voilà, c'est un peu la même chose. Alors je pense que là, pour le coup, c'est différent du système mauritanien, parce qu'en France, il y a des passerelles disponibles entre chaque système d'enseignement, et quel que soit le niveau, quelle que soit l'étape de votre cursus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer votre cursus à l'université, c'est-à-dire que vous rentrez directement après le bac, vous rentrez en licence 1, et puis après avoir validé une licence, vous pouvez très bien intégrer une école d'ingénieur, une école de commerce, bon bref, n'importe quel type d'école. Et vice-versa, vous pouvez très bien intégrer une prépa ou commencer à faire une école et continuer par un master à l'université ou par un doctorat. Voilà, parce que déjà les doctorats, ce n'est disponible, c'est offert seulement à l'université. C'est un diplôme d'État protégé, donc on les trouve seulement à l'université. Donc voilà, donc déjà, je trouve que c'est important, il faut bien garder en tête que quelle que soit la formation que vous choisissez, quel que soit le système, vous pourrez toujours en changer. Il y a de nombreuses passerelles disponibles, de nombreux systèmes d'admission parallèles. Voilà. Donc typiquement, à l'université, on a ce qu'on appelle les licences, master, doctorat, ça je viens de l'expliquer. On a aussi les diplômes d'État en médecine. Voilà, donc la médecine, typiquement, c'est protégé et c'est uniquement offert à l'université. Et voilà, on trouve un autre type de formation à l'université, ce qu'on appelle les BUT. C'est un peu nouveau, ça a remplacé les DUT. Là, ça s'appelle les BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, c'est en 3 ans. Et en fait, c'est l'équivalent d'un BTS. Un BTS, ça existe aussi en Mauritanie, donc je pense que vous connaissez. Donc c'est la même chose qu'un BTS, sauf que c'est offert à l'université, c'est en 3 ans. Donc à l'issue d'un BUT, vous avez l'équivalent d'une licence. Ça fonctionne aussi en termes de crédit. Alors, quelle est la différence entre une licence et un BUT ? Eh bien, un BUT, en fait, c'est une formation très sélective, professionnalisante, qui est destinée aux étudiants qui veulent rentrer rapidement sur le marché du travail. Donc, normalement, après un BUT, on ne continue pas en master. Okay, donc, si jamais vous changez d'avis, vous voulez continuer en master, etc., alors, c'est possible, mais vraiment pour un très petit nombre d'étudiants venant de BUT, parce qu'on prend vraiment les meilleurs. Et il faut évidemment que l'admission en master elle soit cohérente avec ce qu'on a étudié en BUT. Voilà. Les écoles spécialisées, alors souvent sont accessibles après le bac. C'est tout ce qui est les écoles d'infirmiers. Non, alors monsieur, ça sera après les questions, par contre. On va vous faire passer un micro après la présentation. Alors, c'est tout ce qui est des écoles d'éducateurs spécialisés, les écoles d'infirmiers, les instituts d'études politiques. Voilà, alors vous ne voyez pas forcément très bien, mais tout ce qui est technicien de laboratoire, voilà. Alors, il y a des écoles spécialisées, accessibles directement après le bac, et pour ces écoles, par contre, il faut passer des concours. Voilà. Et comme je vous ai dit, on peut accéder aussi à ces écoles après. Okay, il y a toujours des passerelles disponibles. Ensuite, on a des formations qui sont des formations de l'enseignement supérieur, mais qui sont abritées dans des lycées. Okay, alors ça, il y a 2 types de formations. Il y a les BTS, que vous connaissez en Mauritanie. Donc c'est l'équivalent d'un BUT, mais cette fois-ci, c'est dans ce système parallèle. Pour le coup, c'est en 2 ans, le BTS. Voilà. Et après un BTS en 2 ans, on peut continuer en 3e année de BUT ou à une licence professionnelle à l'université. Et par contre, de la même façon, après une licence professionnelle, après un BTS, on ne continue pas des études en master, sauf rares exceptions. Et j'ajoute que les BTS sont sélectifs. Voilà. À l'université, on trouve aussi le système des prépas, les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, il y a une seule prépa comme ça en Mauritanie, c'est l'IPGEI, donc qui est la prépa de l'ESP, l'École supérieure polytechnique. Donc, en France, on a des prépas, enfin,
énormément de prépa qui sont aussi offertes dans les lycées. Voilà. Et après ces 2 ans de prépa, on a la possibilité de passer les concours des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles de management et d'autres écoles. Et ça, on passe les concours en fonction de la filière dans laquelle on a été inscrite. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que après 2 ans de prépa, on n'a pas de diplôme. Okay, une prépa, c'est pas un diplôme, on ne prépare pas un diplôme. Par contre, quand vous êtes en prépa, vous êtes d'office obligatoirement inscrit à l'université. Vous êtes forcément inscrit en licence à l'université. Donc, c'est-à-dire qu'à l'issue de 2 ans de prépa, si jamais vous décidez de ne pas passer les concours ou si vous n'avez pas tout simplement les concours, eh ben, vous aurez la possibilité de valider une licence 2. Vous aurez la possibilité de valider 2 licences, 2 années de licence à l'université. Ce qui va vous permettre, à l'issue de la prépa, de basculer directement en 3e année de licence à l'université. Okay, donc ça, je trouve que c'est important parce que, effectivement, la prépa en soi, c'est une préparation comme son nom l'indique, mais ce n'est pas un diplôme. Voilà. Et donc, par contre, si vous décidez de passer ces concours et que vous les réussissez, et ben, en fonction de votre filière, vous atteindrez des écoles d'ingénieurs, etc. Ça, je vais revenir après. Que faire après le bac? Bon, là, je viens de l'expliquer. Donc, à l'université, on a les licences générales, les licences pro, mais les licences pro, c'est en 3e année. Les bachelors universitaires de technologie, voilà. Et tout de suite après le bac, en système parallèle, on a les CPGE, classe prépa, les BTS, ça c'est au lycée, et les diplômes d'écoles spécialisées. Voilà. Alors, vu que j'ai fait des petites diapos sur des différents domaines, vraiment, dites-moi, est-ce que quelqu'un est intéressé par ce domaine? Non? Je passe? Oui? Ok. Alors, bon, là, je pense que peut-être vous êtes plus intéressé, droit, économie, gestion, etc. Ok. Donc là, vous avez bien vu, même le titre, ça prouve que c'est un domaine très 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 large. J'ai fait vraiment au plus simple. Donc typiquement, tout ce qui est éco, gestion, voilà. Donc on peut le faire à l'université. Donc typiquement, si vous êtes intéressé par la gestion des entreprises, l'économie, la statistique, il y a 2 types de licences, c'est le 2e point. Il y a la licence AES, c'est un cycle, ça veut dire licence administration économique et sociale, et licence éco-gestion. Alors, tout ça, en fait, il y a 2 ans de tronc commun. La licence 1 et la licence 2, c'est des troncs communs. Et en 3e année, on se spécialise. On peut prendre un parcours comptabilité, ressources humaines, audit, banque, finance, etc. Okay, et ça, toutes les universités les offrent, ces licences. Donc, il y a une multitude de choix et il faut bien faire son choix. Donc ça, voilà, donc vous pouvez faire une de ces 2 licences. Il y a aussi des licences pures, par exemple des licences d'économie pure, donc il faut être très très bon, des licences mathématiques, etc. Alors déjà, j'ai dit qu'on spécialisait en licence 3, mais évidemment en master, on se spécialise encore plus. Alors ce qui est important de savoir, avant, en France, quand on avait une licence 3, on avait obligatoirement accès au master 1. Okay, d'office, on validait une licence 3, on avait le droit d'étudier en master 1 et la sélection intervenait après le master 1, entre le M1 et le M2. Maintenant, ça a changé. Okay, c'est pas parce qu'on a obtenu une licence 3, on a validé sa L3, on a officiellement gradué d'une licence, et ben vous n'allez pas forcément passer en master 1 parce qu'il va y avoir de grosses sélections. Donc ça, il faut vraiment se mettre ça en tête, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, quand on voit des candidats qui sont en L3 actuellement, là, et qui postulent en master 1 sur la plateforme de candidature, on leur demande de repostuler en licence 3, parce que la sélection est tellement forte, si vous n'avez pas des très très bonnes notes, il faut mieux refaire une licence 3. D'autant plus que, dans la mesure où vous êtes étudiant cette année en licence 3, les universités ne sont pas sûres que vous allez la valider. Donc c'est prendre un risque pour elles de vous admettre, avant même d'avoir la preuve que vous avez la licence 3. Par contre, c'est pour ça que c'est mieux de repostuler en licence 3. Ensuite, donc ça c'est des licences, voilà, la fac, en gestion, économie, bon bref, tout ce que ça regroupe, c'est très très vaste. Voilà. Évidemment, vous connaissez peut-être le système des écoles de commerce et de management, donc ça regroupe une multitude de métiers. Donc ces écoles de commerce et de management, il y en a qui sont accessibles post-bac, des très bonnes écoles, je pense à IESEG notamment. Les grandes écoles post-bac sont admissibles sur des tests, voilà. Donc
par contre, il faut se renseigner parce que chaque école a un peu ses propres tests d'admission. Alors ça peut être de la culture générale, de la logique, des mathématiques, etc. Voilà. Ensuite, on a les grandes écoles de commerce accessibles après 2 ans de prépa. Donc vous êtes inscrit dans une prépa éco. Voilà. Il y a 3 grandes filières en prépa. Il y a prépa littéraire, prépa éco et prépa sciences. Okay, au sens large du terme. Après, dans ces 3 catégories, il y a des sous-catégories. Mais en gros, c'est ça. Donc la prépa éco vous prépare au concours des écoles de commerce et de management. Les grandes écoles de commerce en France, c'est HEC. HEC, c'est dans le top 3 mondial. Hein. C'est la meilleure en France. Ensuite, il y a ESSEC, pareil, c'est dans le top 10 mondial. Il y a l'EDEC, etc. On a de très 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 bonnes écoles de commerce en France. Donc voilà. Donc après une prépa éco, vous pouvez passer ces concours. Mais vous n'êtes pas obligé. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi très bien basculer dans une licence 3 à l'université. Okay, ou passer même dans le troisième type de formation qu'on appelle les IAE, Institut d'administration des entreprises. Alors qu'est-ce que c'est les IAE? En fait, c'est des écoles de commerce, mais pour le coup qui sont affiliées aux universités, c'est-à-dire c'est géré par les universités. Mais ce n'est pas le système universitaire classique licence-master. Okay, c'est le même fonctionnement d'une école de commerce parallèle, mais c'est abrité au sein d'une université. Quelle est la spécificité des IAE, des écoles de commerce par rapport à l'université? Alors déjà, en général, les formations sont très tournées vers l'international, c'est-à-dire que les étudiants vont être un peu dans l'obligation de faire au moins un stage ou 6 mois à l'étranger, dans les universités partenaires. Ensuite, il y aura beaucoup d'intervenants du monde professionnel. Et ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins à l'université, il faut être beaucoup plus autonome, il faut se construire son réseau, etc. Voilà, dans les IAE ou écoles de commerce, vous aurez à faire des stages obligatoires. Il y a un très gros réseau qui n'existe pas forcément à l'université. Okay, voilà, alors les IAE sont aussi, certains sont accessibles post-bac. Si ça vous intéresse, par contre, pareil, il y a des tests à passer. Je pense notamment au test qui s'appelle Score IAE Message. Alors c'est un test qu'on peut préparer en dehors de la France. Malheureusement, il n'y a pas de session de concours en Mauritanie. Mais il y en a plusieurs fois par an à Dakar et au Maroc. Alors, au Maroc, dans plusieurs villes. Mais à Dakar, c'est sûr. Donc si ça vous intéresse, les IAE, allez voir les formations. On demande en général le Score IAE Message. Ça, vous tapez ça sur Internet, score comme un score, IAE, message comme un message. Et vous allez trouver où on peut passer ce test au Sénégal ou au Maroc. Voilà. Donc ça, c'est pour la gestion économie, commerce. Pour le droit, ceux qui sont intéressés par le droit, c'est comme la médecine, c'est protégé. On peut le faire uniquement à l'université. Okay, il y a des écoles spécialisées qui proposent des formations en droit, mais sachez que ce ne sera pas des formations reconnues. Okay, vous ne serez pas juriste à l'issue d'un diplôme d'école privée en droit. Bon, pour la médecine, je pense que ça ne vous concerne pas trop. Est-ce que quelqu'un était intéressé par la médecine? Non? De toute façon, c'est un peu particulier. Le domaine des sciences, bon, j'ai encore ça et une autre slide, donc ça, je pense que vous êtes intéressés, c'est un peu général. Donc, exactement de la même façon, on a le système universitaire. On peut faire une licence de biologie, une licence de chimie, une licence de physique, une licence de maths, une licence d'informatique, une licence de statistique. Voilà. Donc ça, c'est à l'université. Et après des licences, après une licence en biologie ou en chimie, on peut tout à fait intégrer une école d'ingénieur. Il faut avoir des très très bons résultats. Voilà. Donc il y a toujours des passerelles possibles. Et de la même façon, il y a des BUT, des bachelors universitaires de technologie offerts dans ces domaines. Après, quand on s'engage dans ce genre de formation assez courte, c'est pas pour faire la même chose que si on fait une licence de chimie. Voilà. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Exactement comme dans le domaine du commerce, donc il y a des grandes écoles d'ingénieurs post-bac. Alors, la plupart des écoles d'ingénieurs post-bac sont des écoles d'ingénieurs spécialisées. C'est-à-dire que c'est déjà spécialisé dans un domaine, okay, donc l'aéronautique, etc.
À ce propos, si vous désirez plus d'informations sur les écoles d'ingénieurs, quels sont les différents types de statuts, comment on fait pour intégrer une école d'ingénieur, sur la page Facebook de Campus France Mauritanie, on a mis en ligne une conférence avec le directeur de l'école centrale Casablanca, hein, on l'a fait en visio ici à Nouakchott. Donc, et là, il explique vraiment bien, ça dure 50 minutes, dont question des étudiants, et il explique vraiment bien comment on fait pour choisir son école d'ingénieur. Donc vraiment, allez regarder, c'est mis en ligne à la fois sur notre page Facebook et sur YouTube. Donc voilà, donc ces grandes écoles post-bac, alors la différence pour le coup avec les grandes écoles de commerce accessibles post-bac, là vous n'allez pas passer un concours après le bac pour les intégrer. En fait, vous allez intégrer leur propre prépa. Vous allez rentrer en prépa, et là pour le coup on retrouve le système du PGEI en Mauritanie, c'est-à-dire que c'est une prépa intégrée, mais pour intégrer seulement leur école. Okay, et si vous n'avez pas réussi le concours de cette école à l'issue de leurs 2 ans de prépa, vous basculez à l'université. Okay, ce qui vous n'empêche pas ensuite, par la suite, après avoir validé une licence 3 à l'université, de revenir dans le cursus des écoles d'ingénieurs. Ok. Ensuite, il y a les prépas sciences. Donc là, les prépas sciences qui préparent à tous les autres concours d'ingénieurs, les écoles vétérinaires aussi, uniquement accessibles après 2 ans de prépa. Il y a 3 écoles vétérinaires en France. Les ENS, alors les ENS, ça s'appelle École Normale Supérieure. C'est pour faire de la recherche, c'est pour devenir professeur. Voilà, mais c'est extrêmement sélectif, très 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 sélectif. Alors juste, je reviens juste 2 secondes sur ça, parce que ça c'est important. Je vous disais que les écoles de commerce sont accessibles après une prépa éco. Alors sachez qu'on peut passer tout à fait le concours des écoles de commerce après une prépa littéraire. Okay, parce que maintenant, les grandes écoles de commerce essayent un peu d'élargir le profil de leurs étudiants. Donc, en fait, moi j'ai fait une prépa lettres. Je n'ai pas choisi de passer les concours. Et je n'ai pas du tout envie. En tout cas, c'était tout à fait possible. Tous mes camarades, beaucoup, ont passé le concours des écoles de commerce. Et maintenant, font partie des meilleurs élèves de ces écoles. Donc voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par les prépas lettres, que vous êtes très, très bon en philo, voilà, en histoire, en français, etc., évidemment, il faut avoir un très 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 bon niveau de français. En tout cas, voilà, ça c'est envisageable. On peut tout à fait entrer en école de commerce par la suite. Je reviens aux sciences. Donc voilà, donc après ces 2 ans de prépa, vous pouvez intégrer les écoles d'ingénieurs. Alors sachez qu'en tout, les écoles d'ingénieurs admissibles post-bac et les écoles d'ingénieurs après une prépa généraliste, il y a 204 écoles d'ingénieurs en France. J'y reviendrai parce qu'il y a une diapo spéciale ingénieur ensuite. Voilà. Et ensuite, on a aussi les BTS, donc spécialisés dans les domaines scientifiques. Encore une fois, les BTS, c'est 2 ans et ça vous destine à rentrer sur le marché du travail. Voilà, je pense que j'ai un peu tout expliqué. Voilà, toujours ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des passerelles disponibles, c'est-à-dire après 3 ans de licence, vous pouvez intégrer le cycle d'ingénieur d'une école d'ingé. Mais ça, je vais expliquer là. J'ai un peu plus fait focus sur ingénieur. Voilà. J'ai déjà un peu expliqué tout. Donc oui, alors il y a des spécificités que je n'ai pas encore évoquées. Il est tout à fait possible de faire tout son cursus à l'université. Okay, donc vous pouvez faire par exemple un master d'ingénierie en génie civil à l'université. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir le titre d'ingénieur, okay, c'est un titre protégé par la CTI, la commission des titres d'ingénieur. Pour obtenir ce titre d'ingénieur, pour le coup, c'est obligatoirement délivré par une école d'ingénieur. Donc si vous faites un master en ingénierie, vous pourrez très bien être recruté par une entreprise en tant qu'ingénieur. Vous ferez le même métier que quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, mais vous n'aurez pas ce titre. Okay, évidemment, ça peut avoir un poids dans les décisions, dans le choix de cursus. Bon, en tout cas, quand bien même vous entrez à l'université maintenant, tout peut changer, puisque je vous ai dit que vous pouvez tout à fait intégrer une école d'ingénieur suite à une licence 3, par exemple. Donc voilà, mais il y a de très bons masters en ingénierie à l'université, seulement vous n'aurez pas le titre officiel d'ingénieur. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. École généraliste, école de spécialité, j'en ai un peu parlé. Ah oui, alors
La différence entre école publique et école privée. Alors ça vaut pour tous les types d'écoles, hein. Les écoles de commerce, les écoles de communication, les écoles d'ingénieurs. Sachez que ce n'est pas parce que vous allez intégrer une école privée qu'elle sera... Enfin, une école privée en France, le privé n'est pas meilleur que le public en France. Et l'inverse c'est vrai, c'est parce que c'est une école publique que c'est mieux que le privé. Ensuite, c'est pas parce que c'est une école publique que c'est gratuit, enfin, très loin de là. Une école d'ingénieur, une école de commerce, ça coûte cher, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Ok, bon, évidemment, le privé, ça coûte toujours un peu plus cher. Mais voilà, donc c'est pas parce que vous allez intégrer une école privée que ça va être meilleur, parce que, en fait, par exemple, les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleures écoles de commerce et même les meilleurs lycées de France sont tous publics. La meilleure école de commerce, HEC, c'est public. La meilleure école d'ingénieur, c'est Polytechnique, c'est public, parce que c'est une école militaire, forcément. Donc voilà. Donc ça, il faut s'enlever ces idées de la tête, parce que la France, c'est pas la Mauritanie, c'est pas la même chose. Donc vraiment, enlevez-vous ça de la tête, c'est pas du tout un gage de qualité d'être dans une école privée. Voilà. Voilà, alors les écoles d'ingénieurs sont parfois regroupées en réseau. Par exemple, je parlais de Centrale Casablanca. Donc voilà, l'école centrale, voilà, elle est en région parisienne, mais elle a développé un réseau, notamment à l'international, avec Centrale Casa. Et d'ailleurs, quand on intègre Centrale Casa, on peut prévoir un semestre voilà, à l'école centrale à Paris. Il y a le réseau des mines, de l'INSA, l'INP, les INI, etc. Donc ça, il y en a plein. Donc si vous êtes intéressé, il faut bien vous documenter. Voilà. Alors je parlais des IAE qui étaient les écoles de commerce à l'université. Bah, en fait, on a un peu la même chose pour les écoles d'ingé. On a ce qu'on appelle le réseau Polytech. En gros, c'est des universités polytechniques. Donc en fait, c'est des écoles d'ingénieurs abritées de la même manière dans les universités. Et là, pour le coup, si vous intégrez ce genre d'école, vous aurez le titre d'ingénieur. Mais ce n'est pas une licence master comme à l'université. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2 ans. Et après 2 ans de prépa, on intègre en 3e année le cycle d'ingénieur qui lui-même va durer 3 ans. Donc en tout, ça fera 5 ans comme un master. Mais ce n'est pas le système licence master doctorat. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, après, j'y répondrai. Voilà. Non. Une petite... voilà. Ok, c'est un peu décalé. Donc, tu peux venir ici. Donc, ce qui est important de faire, maintenant, c'est de préparer son projet. Donc, évidemment, là, je vous ai exposé un peu en quoi consistaient les différents domaines d'études. Ça marche? Non, attends. Voilà. Ok. Donc là, il va falloir se poser la question, est-ce que vous avez un métier en tête? Est-ce que vous avez un métier en tête? Est-ce que vous avez un diplôme spécifique que vous voulez préparer? Est-ce que vous voulez faire des études longues? Est-ce que vous voulez faire des études courtes? Pourquoi ça marche pas là, ça? Bon, là, je peux le faire, sinon je... Hein? Oui, je sais, mais je... Bah non, mais attends, c'est bizarre. Ok. En gros, de votre projet professionnel va dépendre le choix de votre formation. Évidemment, il ne faut pas non plus penser que parce que vous faites un BTS, vous allez faire exactement la même chose que si vous allez rentrer à l'université. Aussi, ce qui est important de savoir, quand on rentre à l'université, il faut vraiment être autonome dans son travail. Typiquement, en licence 1, en première année d'université, vous allez vous retrouver avec 400, 500 élèves dans le même amphi. Le prof, il ne va pas s'arrêter pour vous. Ok. Donc voilà, donc faut vraiment... Pourquoi ça marche pas? C'est une vidéo? Non, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Bon, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ça va marcher. Bon, ça me permet de faire une transition. En gros, il faut déjà penser vraiment fortement à son projet d'études, son projet professionnel. Est-ce que vous avez le niveau pour arriver? Est-ce que vous avez l'ensemble des prérequis, etc. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, pour exposer ces motivations,
En général, on a deux façons, on a le CV et la lettre de motivation. Ça, je vous le rappelle, c'est obligatoire, c'est à intégrer dans le dossier de candidature sur la plateforme d'études en France. Voilà, donc là, on va vous donner des petits conseils sur la rédaction du CV et de lettre de motivation. Voilà, et vous pourrez poser des questions. Donc je laisse la parole à Aïchatou, qui travaille aussi à Campus France avec moi. Voilà. Alors bonsoir, moi c'est Aïchatou. Je suis l'assistante pédagogique à l'espace Campus France. Donc là, moi je vais vous parler un peu comment bien rédiger un CV et une lettre de motivation. Là, on va commencer par le CV. C'est bon. Alors, le CV, c'est quoi? Le CV, c'est un outil de communication qui retrace en quelque sorte votre cursus académique et professionnel. C'est bon? Oui. Là, c'est bon. Alors, le CV, il est composé de plusieurs rubriques. Vous avez l'état civil, la formation, compétences professionnelles et compétences techniques. Donc, l'état civil, ce qu'il faut mettre ici, c'est surtout votre nom, prénom, vous mettez votre adresse mail, adresse personnelle. Alors, pour la formation, là, il faut mettre tous vos diplômes. Donc, vous commencez toujours par le plus ancien, enfin, le plus récent au plus ancien. D'accord? Alors, je crois que c'est bon. Donc, le plus récent au plus ancien. Donc, vous commencez d'abord, vous mettez l'année d'obtention du diplôme. Vous mettez l'intitulé de la formation. Ensuite, vous mettez le nom de l'université. D'accord? De l'établissement. Alors ici, on a les compétences professionnelles. C'est tout ce que vous avez fait comme stage, comme par exemple si vous avez travaillé. Vous pouvez par exemple, si vous avez fait un stage, vous pouvez le mettre, surtout si c'est lié à votre formation. C'est très important. Donc il faut commencer par vous mettez la période, vous mettez l'intitulé de l'emploi où si vous avez fait un stage. D'accord? Ensuite, vous mettez aussi le nom de l'entreprise. Si vous avez travaillé, vous pouvez également mettre la période, le poste que vous avez occupé, et ensuite vous mettez le nom de l'entreprise. Alors, les compétences. Là, vous avez les compétences personnelles. Par exemple, vous pouvez mettre vos qualités, surtout en lien avec votre formation. Par exemple, si vous êtes organisé, vous pouvez le mettre. Si vous êtes perfectionniste, vous pouvez également le mettre. Alors, les compétences linguistiques, là, sont surtout vos certifications. Par exemple, si vous avez le DHP2, vous avez le C1, vous pouvez l'ajouter. Et si vous avez une certification en anglais également, vous pouvez le faire. D'accord? Technique, c'est si par exemple vous avez suivi une formation, par exemple si vous avez suivi une formation sur les outils informatiques, par exemple, vous pouvez aussi ajouter cela. Par exemple, que vous maîtrisez par exemple Excel, tout ça, c'est un atout. D'accord? Alors, centre d'intérêt. Et là, lecture. Si vous faites des lectures, par exemple, si vous lisez des romans, des revues scientifiques ou économiques, il faut le mettre. Et là, on a aussi l'activité sportive. Si vous faites une activité aussi, vous pouvez aussi ajouter. Et surtout, si vous avez un engagement associatif, il faut vraiment l'ajouter, c'est important. Alors, je pense que c'est bon. Alors, pour le CV, en fait, il y a des sites qui proposent des modèles de CV. Donc, vous pouvez toujours regarder ces sites-là et voilà. Attendez. Oui, c'est bon. Bon, déjà, il y a des erreurs qu'il faut vraiment éviter, à savoir, il ne faut vraiment pas faire un CV très long. D'accord? Il faut juste mettre l'essentiel. Il y a aussi, il faut éviter des phrases longues. Donc, il faut utiliser des phrases simples, courtes. Ouais. Évitez surtout les fautes. Déjà, si vous avez, par exemple, un doute sur comment écrire un mot, vous pouvez, par exemple, consulter, vous pouvez regarder Google comment on écrit, par exemple, un mot, ou bien un dictionnaire que vous pouvez, ça c'est pour uniquement éviter les fautes. Et vous pouvez aussi vous faire relire, c'est important. Réalisez-vous, ou vous donnez ça à quelqu'un, par exemple, quelqu'un de la famille ou un ami qui peut vous relire pour éviter les fautes. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment, il faut faire en sorte de faire un CV concis, visible et très clair. Donc, il faut soigner aussi la mise en page. Il faut faire une très bonne mise en page. En fait, la photo pour le CV, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous décidez de mettre une photo, il faut que la photo soit sobre, en fait. Alors, donc voilà, je parlais des modèles de CV.
vous avez des sites qui proposent des modèles. Vous pouvez par exemple consulter ces sites. Et surtout, il faut l'adapter à votre formation. Ne faites pas que vous copiez-coller, mais il faut vraiment l'adapter à votre formation. D'accord? Alors, je pense qu'on a fait le tour du CV. Vous voyez, il y a des modèles ici. Vous voyez, il y a plusieurs modèles. Vous pouvez par exemple choisir un modèle et l'adapter à votre CV. D'accord? Alors, et là, on passe à la lettre de motivation. Donc, ce document, il est très important, mais nous constatons qu'il y a beaucoup d'étudiants qui négligent en fait la lettre de motivation. Mais alors que c'est le tout premier contact que l'étudiant établit avec l'établissement, donc il faut tout faire pour faire une très bonne lettre de motivation, d'accord? Donc, c'est quoi la lettre de motivation? C'est un document faisant valoir vos qualités et compétences. Et doit vraiment inciter le responsable de formation à vous lire, d'accord? Donc, pour la structure, il faut commencer d'abord par mettre les coordonnées. Vous pouvez mettre les coordonnées de l'établissement, par exemple. Et ensuite, commencer à vous présenter. Dans cette présentation, parlez de votre parcours académique et la suite que vous souhaiterez donner, en fait. Et surtout, il faut vraiment... par exemple, si vous êtes en licence et que vous avez, par exemple... vous avez déjà la licence et que vous êtes en master, vous pouvez dire par exemple que vous êtes titulaire d'une licence et qu'en ce moment vous êtes en master. Vous voyez, là déjà on a une idée sur ce que vous faites, ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire. Alors, vous devez aussi montrer pourquoi vous avez choisi l'établissement, parce qu'il y a plusieurs établissements, donc montrer pourquoi vous avez choisi l'établissement. Ok? C'est pour ça il faut vraiment faire des recherches sur le site de l'établissement, par exemple, pour savoir sa réputation, sur le classement et tout. Et la formation, pourquoi vous avez choisi la formation. La formation aussi, vous pouvez consulter le site de l'université. Et aussi, on a aussi le catalogue de formation Campus France que vous pouvez aussi consulter. D'accord? Et montrer en quoi votre profil correspond à celui attendu là. Vous devez démontrer vraiment que vous êtes l'étudiant qu'il leur faut en fait. Donc, vous allez vous appuyer sur vos atouts, vous bien montrer, vous allez parler de la cohérence entre votre projet d'études et votre projet professionnel. Donc, vous devez vraiment être convaincant dans cette partie. Et ensuite, vous pouvez par exemple conclure par une formule de politesse. Par exemple, je vous prie d'agréer mes salutations, tout ça. Vous pouvez aussi mettre ça. Alors, évitez par exemple des formules excessives, par exemple, je suis extrêmement organisé, tout ça. Donc, restez humble, c'est la vérité. Donc, pour copier-coller, par exemple, sur Internet, on trouve tellement de lettres de motivation, donc évitez de faire du copier-coller sans pour autant l'adapter. D'accord? Et voilà, donc aussi les fautes d'orthographe, comme je viens de dire. Faites-vous relire en fait par exemple en ami, quelqu'un de la famille et tout. Alors, évitez également des lettres trop longues en fait. Donc, dites seulement l'essentiel. D'accord? Et donc, voilà, il faut vraiment essayer de faire une lettre concise, pertinente. Une seule page suffit. Pas besoin de faire 2 ou 3 pages. Et faire aussi une structure claire. Par exemple, les paragraphes, essayez de faire 100 paragraphes. Et aussi une très bonne mise en page. D'accord? Alors là, vous avez des sites à consulter. Donc, vous voyez, il y a une lettre de motivation pro. Vous pouvez aussi consulter tous ces sites-là pour trouver. Vous allez trouver des modèles de lettres que vous pouvez l'adapter en fait. Donc, vous pouvez travailler sur, par exemple, 3-4 modèles et pour faire une lettre de motivation originale. Vous voyez? Et, voilà, ce sont des modèles sur Internet. Alors, vous voyez aussi. Déjà, c'est le début, c'est la personne se présenter et tout. Vous essayez de faire pareil, présenter vous, ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait, ensuite parler de vos motivations. Vous voyez comment c'est. Vous trouvez tout ça sur ce site-là. Il y a Canva aussi, il y a aussi des modèles sur Canva, vous pouvez consulter Canva. Alors, je pense que c'est tout. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez les poser tout à l'heure, juste à la fin de la conférence. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.
beaucoup Aïchatou, merci pour cette présentation. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Aïchatou, c'était très intéressant et c'était très vrai. Votre motivation, c'est le premier contact entre vous et un établissement. Et la France, les Français, culturellement, on accorde énormément d'importance à la lettre de motivation. Donc vraiment, c'est très important de bien la travailler. Alors par contre, je sais une chose, c'est que sur la plateforme, on ne va pas rédiger une lettre de motivation comme ce modèle-là. C'est pas ça. On rédige juste un texte. Vous pouvez éviter de signer, etc. Parce que de toute façon, ça vient de votre compte. Par contre, ça, c'est des conseils pour n'importe quelle lettre de motivation plus tard, okay, pour postuler à un emploi, postuler à un stage, etc. Alors, effectivement, on voit qu'il y a des paragraphes bien séparés. En premier lieu, elle montre l'objet de sa lettre. Évidemment, c'est la candidature. Ensuite, pourquoi elle souhaite intégrer ce cursus, pourquoi elle correspond à ce cursus. Ensuite, elle reste à l'entière disposition du recruteur, etc. Et on termine par la formule classique. Donc en France, c'est quand même assez codifié la rédaction d'une lettre de motivation. Donc comme l'a dit Aïchatou, on termine par une formule de politesse, alors qui pour le coup, on a dit d'éviter les formules excessives du genre je vois beaucoup, je sollicite votre haute excellence. Non, ça on oublie totalement. C'est ridicule, honnêtement, c'est assez ridicule. Mais par contre, effectivement, c'est très codifié la fin d'une lettre de motivation ou la fin de n'importe quelle lettre. On prie d'agréer les sincères salutations, les salutations cordiales, voilà. Il y a plein de formules différentes et pour le coup, ça, il faut le faire. Juste une petite dernière chose. Alors, copier-coller sur Internet, effectivement, il ne faut pas faire un copier-coller sur Internet, il ne faut pas faire un copier-coller d'un autre candidat. Ça, on a vu beaucoup ça l'année dernière. On a vu la même lettre de motivation 15 fois de suite, mais avec les mêmes fautes d'orthographe. C'est pas du tout. Enfin, en fait, on s'en rend compte tout de suite que c'est pas vous qui l'avez fait. Après, se faire aider d'un ami, de votre famille, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Se faire aider, se faire relire n'a rien à voir avec le fait de copier-coller quelque chose et de n'avoir pas regardé en fait ce qu'on voulait écrire. Ok ? Et évidemment, évitez. Vous ne faites pas de faute d'orthographe. Ça, c'est rédhibitoire. En France, on peut rejeter une candidature, il y a une seule faute d'orthographe, on la jette, c'est terminé. Donc moi, je vous dis que c'est très important. Et je sais que vous n'en avez pas forcément conscience, mais c'est très très important. Et en plus, il y a tellement de gens qui font de fautes d'orthographe que ça vous démarque très fortement du lot. Voilà, donc on continue. Donc si vous avez des conseils sur l'aide de motivation CV, j'en profite pour dire que Aïchatou organise des ateliers le lundi. Alors lundi prochain, il y a de nouveau un atelier CV et cette fois-ci, vous pourrez vous entraîner à rédiger une lettre de motivation. Ok, alors on continue. Ça va bientôt être la fin. Concrètement, pour s'orienter, je vous ai parlé des études, etc. Pour s'orienter, vous pouvez déjà commencer par regarder le catalogue Campus France qui répertorie l'ensemble des formations auxquelles vous pouvez prétendre. Voilà, il est très bien fait, vous pouvez faire des recherches par mots-clés, par domaine, etc. Ok, on a aussi 2 sites d'orientation. Donc un site officiel qui s'appelle l'UNICEF, qui est un site officiel du gouvernement français. Donc il est super bien fait, moi j'y vais très souvent. Énormément d'informations sur les différentes formations, sur les différents domaines, sur des métiers, comment faire pour accéder à un métier, quelles sont les différentes voies d'accès possibles, etc. Évidemment, on parle aussi des débouchés professionnels. Alors, il y a énormément, je répète ça à chaque fois, il y a énormément de gens qui aiment faire des études toute leur vie. Bon, enfin, la plupart des gens font des études pour avoir un métier. Ensuite, le but, c'est quand même d'être embauché quelque part, d'être embauché dans un poste qui correspond au domaine d'études dans lequel on a suivi. Voilà, dernier site, l'étudiant. Après, il y en a d'autres, mais moi, je vous donne vraiment les principaux et ceux qui sont bien faits. L'étudiant.fr, donc ça, c'est pas un site officiel, mais c'est très bien fait, c'est une institution en France. L'étudiant.fr propose notamment des classements des formations. Donc, par exemple, je vous parlais des écoles de commerce, post-bac, des écoles d'ingé, etc., des BTS, etc., des prépas. Ce site propose des classements, comme ça vous pouvez un peu jauger ou se situer un peu l'école que vous visez.
Déjà, si elle est présente dans le classement, c'est très bon signe. Mais voilà, donc déjà, ça peut vous donner une petite indication. Et pareil, il y a plein d'infos sur les différents domaines, etc. Et ça a pas mal de bons plans pour les étudiants en France. Voilà. J'insiste sur le niveau de français, parce que je parlais tout à l'heure du fait que quand vous serez à la fac c'est le surnom de l'université, bon bref, quand vous serez à la fac et que vous êtes en licence 1, en licence 2, vous serez en amphi avec 400, 500 voire 1000 personnes. Donc imaginez être en classe avec 1000 personnes. Le prof, il va parler, il va pas vous attendre. Donc il faut vraiment être bon en français et avoir une bonne compréhension. Ok, alors sachez qu'il y a un niveau insuffisant en français, c'est la première cause d'échec des étudiants étrangers. Donc, et évidemment, il ne faut pas négliger cela. Donc comment on fait pour prouver qu'on a un niveau de français suffisant? On peut passer 2 examens, on peut passer le DELF, le diplôme d'études en langue française, ou le TCF, le test de connaissance en français. Alors sachez que le DELF a plusieurs avantages. C'est que, en fait, l'avantage par rapport au TCF, c'est que le DELF est à vie. C'est-à-dire que pour certifier un niveau de langue, il y a 6 niveaux, A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, c'est vraiment le niveau débutant, et C2, c'est quasiment bilingue. D'accord? Donc en France, on demande un niveau minimum B2. B2, donc le 4e niveau. Voilà, et donc quand on passe un DELF B2, on l'a à vie, c'est-à-dire si dans 10 ans on vous demande une certification de français, je ne sais pour quelle raison, vous l'aurez déjà. Or un TCF ne dure que 2 ans. Ok, donc malheureusement si vous passez un TCF cette année, 2023-2026, il sera expiré. Voilà. Alors sachez que la dernière, la session DELF pour janvier vient de passer, donc c'est trop tard. Si vous n'avez pas encore de certification en français, c'est trop tard pour le DELF, ok, pour postuler là, pour la rentrée 2023. Par contre, vous pouvez passer le TCF, et là il suffit de se rendre à l'Alliance française d'Action. Voilà, c'est situé à côté de Maurice Hunter. Donc vous allez vous inscrire, voilà, et on attend qu'il y ait suffisamment de personnes qui s'inscrivent et vous passez. En général, c'est pas plus de une semaine et demie. Voilà, et sinon le DELF, c'est des sessions à organiser, voilà, 5 fois par an. Et la prochaine, c'est du 13 au 18 mars, mais ça sera trop tard pour pouvoir postuler en France pour cette année. Voilà, alors sachez qu'il y a pas mal de formations maintenant qui exigent un C1. Voilà, donc ça, il faut bien regarder les prérequis sur la plateforme de candidature. Et puis si vous pensez que vous avez le niveau C1, vraiment passez le C1. Ok ? Et puis si vous avez suffisamment la motivation, vous pouvez passer l'examen du B2 et l'examen du C1. Comme ça, vous êtes au moins sûr d'avoir le B2. Le C1, ça vous démarque vraiment du lot. Voilà, alors concrètement, c'est bien beau, j'ai parlé des études, comment s'orienter, comment on candidate. On candidate sur la plateforme Études en France. Alors sachez que Études en France, c'est la plateforme de Campus France sur laquelle on va déposer ses vœux. Qui doit s'inscrire? Alors absolument tous les Mauritaniens et les étrangers qui ont besoin d'un visa pour études. Donc en fait, tous ceux qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne doivent s'inscrire sur Études en France. Même si vous avez passé un bac français auparavant. Et même si vous avez déjà une admission en France, soit sur Parcoursup, qui est une autre plateforme que je vais exposer, soit après d'autres démarches individuelles. Typiquement, vous passez le concours d'une école privée, post-bac, vous avez une admission. Ok, ça, vous le faites parallèlement, c'est hors Études en France. Et ben, il va falloir quand même s'inscrire sur Études en France en joignant votre lettre d'admission. Ok, ça, si vous ne le faites pas, si vous vous présentez directement au consulat avec un dossier de demande de visa, on va dire non, vous n'êtes pas inscrit sur Études en France, vous allez d'abord à Campus France. Okay, donc ça, n'oubliez pas ça. Donc, voilà, bac mauritanien étranger. Alors, tout le monde est concerné par ça. Personne ne passe un bac français ou va passer un bac français. Non, personne n'est concerné par un bac français. Okay. Donc, typiquement, si vous voulez rentrer à l'université, licence, master, BUTS, les candidatures se font sur Études en France. Il y a quelques écoles d'ingénieurs qui sont connectées sur Études en France, notamment le réseau Polytech dont je parlais, les fameuses écoles d'ingénieurs à l'université. On s'inscrit sur Études en France, forcément ça va faire partie de vos vœux. Par contre, il y a une admission parallèle, c'est-à-dire qu'il va falloir créer un autre dossier de candidature sur leur site à eux.
Si vous faites qu'une seule des deux démarches, vous ne serez pas accepté. Okay, donc ça, gardez bien en tête, Polytech, il y a une admission parallèle à faire. Ensuite, si vous voulez aller en classe prépa, si vous êtes actuellement en terminale, que vous voulez vous inscrire en classe prépa pour passer le concours des écoles d'ingénieurs françaises ou des écoles de commerce françaises, voilà, enfin n'importe quelle école de grandes écoles accessibles après une prépa. Alors ça, pour le coup, vous ne candidatez pas sur études en France, mais c'est juste la candidature que vous ne faites pas sur études en France. Vous allez candidater sur une plateforme qui s'appelle Parcoursup et qui a ouvert hier d'ailleurs. On peut s'y inscrire depuis hier. De la même manière, si vous voulez faire un BTS, donc voilà, dans 2 ans en lycée, c'est aussi sur Parcoursup. Et il y a également des écoles d'ingénieurs qui, pour le coup, elles ne sont pas accessibles sur études en France, mais accessibles sur Parcoursup. Donc ça, il faut vraiment faire attention et il faut faire vos recherches. Ça va être un petit peu fastidieux, mais voilà, ça se mérite après d'aller étudier à l'étranger. Ensuite, pour tout ce qui se décroche hors Parcoursup, hors études en France, donc typiquement les concours, comme je vous ai parlé, les concours des écoles, si vous passez le concours des écoles d'ingénieurs, par exemple, après être allé à Polytechnique en Mauritanie, et ben, il va falloir faire passer vos concours et ensuite vous vous inscrirez sur études en France avec votre admission. Ensuite, les doctorats, c'est à vous de faire les démarches pour être accepté dans un doctorat. Ok ? Je précise que des candidatures à l'université, c'est cumulable avec une candidature en BTS ou en prépa. Ok ? Donc vous pouvez à la fois faire les démarches sur études en France, candidater sur études en France et candidater sur Parcoursup. Ça, c'est important de retenir. Est-ce que ça, c'est clair ? Oui, c'est un peu compliqué, mais bon. Je pense que la majorité d'entre vous va être concernée que sur études en France. Okay, ceux qui veulent faire un BTS ou une prépa, c'est Parcoursup. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et si vous avez des questions, je répondrai à la fin. Donc ça, c'est des étapes vraiment très succinctement présentées. Vous créez votre dossier en ligne sur études en France. Vous saisissez vos infos personnelles, c'est-à-dire vos noms, prénoms, date de naissance, passeport ou carte d'identité, vos bulletins de notes, toutes vos années d'études. Le bac est obligatoire pour étudier en France. Donc si vous n'avez pas votre bac, ce n'est pas la peine. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et le BT, là, qu'on présente souvent, brevet technique, bien qu'il y ait une petite attestation qui reconnaît l'équivalent avec le bac, non, ça ne marche pas. Okay, c'est le bac général qui est reconnu en France pour accéder à l'enseignement supérieur. Ensuite, vous remplissez votre panier de formation. Voilà, sauf si vous avez déjà une émission, forcément. Vous remplissez votre panier de formation avec vos vœux et vous soumettez votre dossier de candidature électronique. Donc, vous avez juste à cliquer sur un bouton « Je soumets ». Qu'est-ce qui se passe quand vous soumettez ? C'est-à-dire que moi et Chatou, on va recevoir votre dossier. Okay, on va pouvoir le regarder. On va pouvoir regarder toutes les rubriques de votre dossier. Et ce n'est pas définitif. Quand vous soumettez votre dossier, on va pouvoir, vous le renvoyer en correction. Et notamment, si vous avez fait des choix de formation assez peu cohérents. J'insiste sur le fait, certes, ce n'est pas définitif. Nous, on peut corriger, on va vous le renvoyer en correction. Et ensuite, vous pouvez le resoumettre. Mais ça nous prend énormément de temps. On a plusieurs centaines de candidats. L'année dernière, on en a eu 600. Donc, vous voyez, on n'est que 2. Sachant qu'Internet, ça ne marche pas très bien. Donc ça nous prend énormément de temps de regarder chaque dossier. On peut même des fois passer 15 minutes sur un seul dossier. 15 minutes une seule fois, donc multiplié par 600, ça fait beaucoup. Voilà, sachant qu'entre-temps, on reçoit des gens aussi à l'espace Campus France. Voilà, donc vraiment faites bien attention, faites pas n'importe quoi. Alors si d'ailleurs, pour remplir votre compte études en France, on a mis en ligne des tutos. Okay, ils sont offerts sur Facebook et sur YouTube. Vous allez sur notre page YouTube Campus France Mauritanie, notre page Facebook Campus France Mauritanie, on a mis 3 tutos. Vraiment, on s'est mis dans la peau d'un étudiant qui crée son compte. On s'est filmé en train de remplir toutes les rubriques du compte. Vous n'avez pas d'excuses pour faire n'importe quoi. Voilà. Ensuite, toute cette procédure est payante parce que comme je fais actuellement, on vous donne des renseignements. On organise des conférences, on s'est déplacé à l'université la semaine dernière par exemple. On fait pas mal de choses quand même pour vous informer, on est là tous les jours.
Donc, toute cette procédure, elle a un coût. Voilà. Avant, c'était très compliqué. Quand il n'y avait pas Campus France a été créé en 2015. Et avant ça, les élèves, ils devaient non seulement trouver les informations tout seuls, ils devaient faire des candidatures papier tout seuls, une candidature par université. Donc, c'était très long. Voilà, tout ça, c'est très facilité. Donc, la procédure, elle a un coût, c'est 3500 MRE. OK ? Et qu'il faudra payer auprès de la Société Générale. Et suite à ça, vous pourrez passer l'entretien Campus France. Suite à l'entretien Campus France, toutes vos candidatures sont envoyées aux universités. OK ? Donc voilà, donc là c'est le... Est-ce que des gens sont inscrits en licence 1 ? Oui ? Ok, donc je vous rappelle le calendrier. Alors la licence 1, par contre, c'est trop tard pour poser ses candidatures. C'est trop tard, c'est terminé depuis le 15 décembre. Donc j'espère que ça vous êtes au courant. Parce que pour candidater à l'université en première année de licence, ce n'est plus possible. Ok ? Bon, pour ceux qui sont déjà engagés dans le processus, si vous avez déjà candidaté, eh ben, sachez que si vous n'avez pas encore passé l'entretien, vous avez jusqu'au 15 mars pour passer. Et puis ensuite, les établissements auront jusqu'au 30 avril pour vous répondre. Et vous aurez à faire un choix en cliquant sur la formation de votre choix dans laquelle vous êtes accepté avant le 31 mai. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est le calendrier à partir de la licence 2. Donc pour tout ce qui est licence 2, licence 3, master, bachelor universitaire de technologie, les écoles d'ingénieurs connectées à études en France, école de commerce, voilà, ça c'est, vous allez voir 7 vœux. Ok, 7 vœux. Donc les candidatures ont ouvert depuis le 1er octobre et fermeront le 31 janvier. Donc en fait, il vous reste 12 jours. Donc voilà, donc si vous n'avez pas encore complété votre panier de formation, faites-le maintenant, soumettez votre dossier maintenant. Comme ça, si vous avez des questions et si nous on a des corrections à apporter, on peut vous le renvoyer en correction et vous devrez le resoumettre avant le 31 janvier. Ok ? Alors sachez qu'après le 31 janvier, si par exemple vous n'avez pas encore le niveau de DELF ou de TCF, après le 31 janvier, vous pourrez toujours ajouter vos bulletins de notes, votre certification en français. Ok ? Et ça, vous aurez jusqu'au 15 mars pour le faire. Jusqu'au 15 mars, vous pourrez ajouter de nouveaux justificatifs, aller payer les frais et passer l'entretien Campus France. Voilà. Et de la même, exactement pour les L1, les universités vont commencer à vous répondre et vous aurez toutes les réponses d'ici le 30 avril 2023. Ok ? Enfin, le 30 avril. Et de la même façon, si vous avez une ou plusieurs admissions, il va falloir accepter un choix d'ici le 31 mai. Voilà. Alors tout ça, si vous êtes si vous voulez faire ces démarches, voilà, c'est possible. Et vous pouvez aussi faire en plus de ça les démarches pour postuler en BTS ou en classe prépa. Sachant que postuler en classe prépa et en BTS et en but et en licence, c'est pas cohérent. Il faut quand même avoir ça en tête. Ça veut dire que peut-être que votre projet d'études n'est pas tout à fait clair, parce que faire un BTS, c'est pas du tout la même chose que de faire une licence, etc. Mais si vos choix sont cohérents, vous pouvez tout à fait faire les deux procédures. Donc voilà, comme je disais, la plateforme Parcoursup, c'est pour postuler en BTS en CPGE. Elle est ouverte depuis hier et vous avez jusqu'au 8 mars pour formuler les vœux. Ok ? C'est un peu la même chose que l'étude en France. Vous allez devoir remplir vos bulletins et tout ça, c'est un peu la même chose, avec des lettres de motivation. Donc en clair, voilà. Si vous avez déjà fait le dossier études en France, typiquement pour le coup, vous pouvez copier-coller vos lettres de motivation. Ok ? Si c'est cohérent. Et vous aurez jusqu'au 6 avril pour compléter tout le reste de votre dossier. Voilà. Alors par contre, Parcoursup, ça va être un petit peu long. C'est-à-dire que vous n'aurez pas du tout de réponse avant le 31 mai parce que vous serez en concurrence avec les bacheliers qui sont en train de passer le bac français. Donc typiquement, vous aurez des réponses à partir de juin et vous pouvez même avoir une admission fin août. Donc ça, ils vont en avoir confiance. Ok ? Donc voilà. Donc ça, Donc ça, vous avez le calendrier. De toute façon, il est rappelé là dans le calendrier qu'on a distribué. Ok, je vais bientôt terminer. Alors, suivez-nous vraiment sur Campus France Mauritanie, sur la page Facebook, sur la page YouTube. Vraiment, c'est très important. Pour toute question, vous pouvez nous contacter à espace.workshop@campusfrance.org.
et à ce numéro de téléphone. Il était cassé notre téléphone, mais là il remarche. Donc on répond 45 29 69 37. Tous nos contacts sont rappelés au dos du calendrier. Aussi, on est ouvert tous les jours, de 9h30 à 18h. Voilà, alors le lundi c'est sur rendez-vous, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est ouvert. Voilà, donc vous pouvez venir librement sans rendez-vous. Alors là, vraiment une information pas des moindres, je tiens vraiment à attirer votre attention. On nous reproche souvent, voilà, les études en France, c'est très cher, la France est très chère, tout ça c'est très cher. Oui, alors ça, bien sûr, c'est plus cher que la Mauritanie, ça, je ne vais pas vous le cacher, je pense que vous le savez. Mais sachez que faire des études d'excellence, parce que des études en France, c'est obtenir un diplôme internationalement reconnu, surtout reconnu en Mauritanie, où le français quand même reste très important. Donc voilà. Bon, alors sachez que bien sûr c'est cher par rapport à ce que vous connaissez peut-être ici. Alors sachez qu'une année de licence, c'est vrai qu'elle coûte 2 700 € par an. 2 700 €, ça fait quoi? Ça fait à peu près 100 000 MRU, ok, donc 1 million ancien. Il faut rajouter à cela tout le reste, donc c'est-à-dire le logement, la nourriture, les transports, les loisirs, le billet d'avion, etc. Ok, donc c'est pour ça que le consulat, au moment de faire votre démarche de demande de visa, va vous demander de prouver que vous avez les moyens d'aller en France. Ok, c'est un vrai projet auquel il faut réfléchir maintenant. Donc on va vous demander quoi? Des relevés de comptes bancaires, des bulletins de salaire, de ceux de vos parents, de votre famille, de vos garants, etc. Donc ça, réfléchissez-y bien et parlez-en à votre famille, à vos parents, etc. Oui, je disais qu'une année de licence c'était 2 700 €. Bien sûr que c'est un petit peu cher, peut-être, mais sachez qu'on parle beaucoup des États-Unis, que c'est génial, le Canada c'est trop bien, machin. Alors, sachez que les études aux États-Unis, au Canada, ça coûte plus de 15 000 € par an. Et vous n'avez pas de sécurité sociale, c'est-à-dire que vous allez devoir payer le médecin, vous ne serez pas assuré. En France, ça coûte 2 700 €, sachant qu'en vérité, vos études, elles coûtent 15 000 € par an. Et l'État français prend en charge 12 000 €. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et on paye pour vous 12 000 €, okay, par an, pour chaque étudiant, minimum. Okay, et en plus, vous avez le droit à la sécurité sociale, c'est-à-dire que vous allez chez le médecin, vous allez payer 0. Vous allez aller à la pharmacie, vous allez être remboursé à 70% de vos médicaments. Donc c'est quand même pas négligeable. Enfin, il n'y a aucun pays au monde qui n'offre ces aides à des étudiants étrangers. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc ça, il faut en avoir bien conscience. Ok ? Donc, et en plus, je parle même pas des aides au logement. Vous pouvez aussi percevoir des aides au logement à l'auteur de 200-300 €. C'est énorme. Enfin, bon. Donc ça, il faut en avoir confiance. Donc la France, c'est cher relativement, oui, quand on compare à la Mauritanie, mais pour un niveau d'études aussi excellent, avec une telle qualité de vie, non, c'est pas cher par rapport à d'autres pays. Voilà, donc ça, mettez-vous ça quand même en tête, mais évidemment, voilà, c'est pas gratuit et il faut quand même en parler avec les personnes qui vont pouvoir financer votre séjour. Et je continue sur le consulat. N'attendez pas la dernière minute pour prendre rendez-vous au consulat. Dès que vous avez une admission, vous appelez le consulat pour prendre rendez-vous. Ok ? Et le temps que votre rendez-vous arrive, vous allez constituer votre dossier de demande de visa. Ok ? Parce qu'il y a j'ai vu tellement d'étudiants ne pas avoir leur visa, ne pas pouvoir partir, alors qu'ils étaient admis, tout simplement parce qu'ils se sont pris trop tard. Ils sont arrivés fin août, les mains dans les poches, en revenant de 2 mois de vacances. Ils avaient une admission, et en fait, ils ont cru qu'ils allaient avoir leur visa comme ça. Non, quand on appelle le visa en plein été, on appelle le visa, enfin le consulat, on a rendez-vous 1 mois et demi après. Donc il faut appeler le visa très très rapidement et prendre un rendez-vous à une date ultérieure. Okay, c'est parce qu'on appelle, vous n'êtes pas obligé de prendre le rendez-vous pour le jour d'appeler. Donc prenez-y-vous-en à l'avance. 2 dernières choses très importantes. Ne surtout pas faire appel à des intermédiaires, à des agences de placement, des officines privées qui vous promettent à coup sûr un visa et une émission. Alors non seulement ça facilite rien du tout, en plus ça aggrave la qualité de votre dossier, puisque en fait il y a beaucoup d'étudiants qui passent l'entretien avec nous et typiquement ça se voit, c'est pas eux qui ils ont pas du tout participé à l'élaboration de leur dossier, ils connaissent même pas les vœux qu'ils ont formulés. Donc
ça c'est une catastrophe. Hein, je veux dire, nous, on est là quand même pour évaluer la cohérence de votre projet, si vous êtes motivé. Si en fait vous connaissez absolument pas le contenu de votre dossier, puis en plus ça coûte cher, hein, ça coûte, on a vu des annonces au minimum 3 000, 4 000 MRU, voilà, pour des fausses promesses, parce que ça ne vous garantit en rien l'obtention d'un visa, bien sûr. Ensuite, dernier point, faites bien vos recherches, parce qu'il y a les démarches études en France pour aller à l'université, les démarches Parcoursup pour aller en BTS ou en classe prépa, et puis la plupart des écoles voilà, spécialisées sont accessibles voilà, sur concours ou sur son test, etc. Mais justement, quand vous faites ces démarches parallèles, faites bien attention aux écoles que vous visez, parce qu'en fait, il y a plein d'écoles bidons. Enfin, voilà. Comment je dis ? L'enseignement supérieur, il est libre en France. C'est-à-dire, si moi j'ai envie de créer une école, eh ben, j'ai le droit, en fait. N'importe qui a le droit de créer son propre établissement d'enseignement supérieur. Ok, par contre, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre délivrer un master. Un master, c'est un grade, voilà. Délivré uniquement à l'université, c'est un diplôme d'État. Donc ça, c'est pas possible. Mais sauf que le master, ça s'écrit comment ? Ça s'écrit M-A-S-T-E-R. Alors, il y a énormément d'écoles qui jouent un peu sur la naïveté et l'ignorance des étudiants étrangers. C'est-à-dire qu'ils vont offrir des masters, sauf qu'il va y avoir une faute d'orthographe, ou plutôt ils vont rajouter une lettre, et ils vont tomber dans une sorte de zone grise, de faille juridique, qui fait qu'ils sont un peu inattaquables. Ils vont rajouter un E à la fin de master, c'est très bête, hein. Un E ou un accent grave, voilà. Et ça veut dire que non, c'est pas une publicité mensongère, ou c'est pas... ils n'ont pas voilà, fait de... Ils sont dans un flou juridique. Donc, ils vont offrir une formation qui sera reconnue uniquement par eux-mêmes, qui ne sera pas de qualité, mais les étudiants ils seront persuadés qu'ils vont être en train d'étudier en master et qu'ils obtiendront un master, le diplôme d'État, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça, vraiment, faites bien attention. Et honnêtement, c'est assez facile de reconnaître ces écoles. Alors, il y a notamment des écoles qui vous promettent, qui exigent une préinscription pharaonique. Plusieurs écoles, j'ai vu demander 500 € par exemple pour se préinscrire, non remboursable en cas de non-obtention du visa. Donc vraiment évitez ce genre d'établissement. Ça, il faut fuir dès que vous voyez ça. Ok. Puis en plus, vous pouvez regarder les avis sur ces formations. Justement, vous pouvez aller voir sur le classement des formations sur l'étudiant.fr. Ça vous donne quand même pas mal de tuyaux. Voilà ce que je veux vous dire. Voilà. Donc vraiment, voilà, il faut vraiment en parler à votre famille, parce qu'évidemment, une fois qu'on a une émission, après il faut penser à financer son séjour. J'y pense. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mineurs ici ? Bon, en tout cas, si vous connaissez des étudiants qui sont mineurs et qui seront mineurs en septembre ou en octobre 2023, qui ont une émission, sachez qu'il faut avoir absolument un tuteur en France, dans la ville dans laquelle vous allez étudier. Ok ? Quand on arrive mineur en France, on est obligé d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de nous, enfin en tout cas qui sera notre tuteur. Il faut qu'il soit situé soit dans la même ville, soit à 50 km maximum. Donc ça, c'est aussi important. Ok, bon bah voilà, donc ça j'ai fini. Donc si vous avez des questions, j'y réponds. Je ne sais pas quelle heure il est. Bon, allez, on prend 10-15 minutes de questions et après, voilà, ça sera terminé. Oui. Oui. Est-ce que ça vous concerne ? Est-ce que ça concerne à nous tous ou bien uniquement pour les gens qui sont en terminale actuellement ? Par exemple, celui qui est en licence 2, est-ce que c'est possible de postuler en classe préparatoire ? Bon, alors je vais être très très honnête avec vous. Les classes prépa sont très demandées, c'est sélectif. Et vous allez être en concurrence avec tous les terminales en France, tous les terminales des lycées français dans le monde.
Voilà, et tous ceux qui sont en terminale, voilà, comme vous, terminale, voilà, qui préparent le bac mauritanien, qui ont la possibilité d'intégrer une prépa. C'est possible, théoriquement, oui, c'est possible, vous avez le droit, mais vous ne serez pas pris. Non, honnêtement, vous ne serez pas pris. On ne va pas accepter quelqu'un qui est déjà inscrit dans le cursus universitaire en licence 2 en prépa. Ça, c'est pas réaliste. Voilà. Mais vous avez le droit de le faire. Et par Parcoursup, c'est gratuit pour le coup. C'est une procédure gratuite. Donc, pourquoi pas? Vous avez le droit de le faire. Ok? Ça vous coûte rien. Voilà. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pour le lettre de motivation, dans le site, on n'a pas d'espace suffisant pour faire une bonne lettre de motivation. Alors, justement, il faut prendre ça en compte. Ça prouve bien que les universités, elles ont envie que vous alliez au point essentiel. Et oui, c'est une contrainte, mais il y a plein de candidatures qui sont contraintes, justement. Ils ne veulent pas que vous étaliez sur des lignes. Parce que vous n'avez pas non plus 50 ans, vous n'avez pas non plus d'expérience professionnelle de 20 ans derrière vous. Donc je pense qu'à votre âge, vous êtes capable d'être concis, d'aller à l'essentiel, juste de pointer ce qui est important dans votre parcours, ce que vous aimez. Voilà. Aussi, j'insiste justement sur les motivations. Moi, je pense que j'ai un conseil à vous donner. Je pense que ça peut être vraiment vous faire démarquer vous faire sortir du lot. Allez regarder sur le site des universités le contenu des formations. Et par exemple, pour chaque motivation, pour chaque formation, vous pouvez prendre 1 ou 2 cours qui vous intéressent et vous allez en parler dans la lettre de motivation pour bien montrer que vous avez vraiment fait vos recherches. Ok ? Et donc oui, c'est contraint, vous n'avez pas le temps d'élaborer, mais en même temps, justement, c'est un exercice aussi de synthèse. Okay, c'est important de savoir aller à l'essentiel. D'accord ? Bonsoir. Est-ce qu'on peut postuler à si on a des rattrapages à L2? Alors, j'ai pas du tout compris. Pardon ? On peut postuler à L3 si on a un rattrapage à L2. On peut postuler en L3 si on a des rattrapages à L2. Si on est en rattrapage. Voilà. C'est-à-dire, vous allez dire un rattrapage de la licence 2. Ouais. Oui. Vous pouvez postuler en licence 3 si vous avez des rattrapages en licence 2. Alors évidemment, tout dépend des matières que vous avez à rattraper. Parce que si par exemple, je sais pas, vous êtes en licence... Enfin, vous voyez rattraper, si vous êtes en licence de biologie, devoir rattraper la matière arabe, c'est pas la même chose que de devoir rattraper la matière fondamentale. C'est toute une question de stratégie. Ensuite, si vous devez rattraper une matière fondamentale auquel vous avez eu 4 sur 20, ça va être compliqué. Enfin, il faut quand même faire des choix stratégiques. Mais oui, vous pouvez postuler en licence 3 si vous êtes actuellement en licence 3 tout en ayant des matières de L2 à rattraper. Oui, ça c'est possible. Voilà. Après, il faut être conscient de ses résultats et de ses capacités à obtenir une admission. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai 2 à 3 questions. La première, c'est concernant les passerelles entre les parcours. Par exemple, pour le cas de quelqu'un qui suit un prépa scientifique, maths physique, ici en Mauritanie, il est en première année, Bac plus 1. Est-ce qu'il peut appliquer à partir du parcours CIP pour reprendre un prépa maths physique, sciences de l'ingénieur en France? L'autre passerelle, est-ce qu'à partir de sa première année en prépa, est-ce qu'il peut joindre un F2 dans un scientifique, maths physique à l'université, ou même après les 2 ans de prépa maths physique, il peut joindre un F3 en maths physique au niveau des universités? Ça, c'est la première question sur les passerelles. Ça, c'était une seule question. D'accord. Ouais. Je vais peut-être y répondre déjà. Alors, quelqu'un qui est déjà inscrit en première année à l'IPJUI, oui, il peut s'inscrire sur Parcoursup en classe prépa. Je ne sais honnêtement pas quelles sont ses chances d'être accepté, mais oui, techniquement, il peut s'inscrire en première année de classe prépa.
ce n'est pas possible d'arriver en cours de route en classe prépa. Ça, c'est important. Ensuite, si là, il est en première année, oui, il peut postuler en licence 2 tout à fait à l'université. Ok, ça, il n'y a aucun problème. Alors après, moi, stratégiquement, si j'étais en classe prépa ici, moi, je resterais ici en classe prépa. Mais ça, c'est comme vous voulez. Oui, et donc, du coup, après 2 années de classe prépa à l'UPJUI, il peut aussi aller postuler en licence 3 en France. Ça, c'est possible. Voilà. Pour les écoles ingénieurs post-bac, même chose. Est-ce qu'il peut rentrer directement dans la deuxième année des Non. écoles? Non. Comme les Non. Alors, les écoles d'ingénieurs post-bac sont, en fait, je vous ai dit, c'est 2 ans de prépa intégrée, plus le cycle d'ingénieur, si on réussit le concours. Non, c'est même pas la peine d'espérer pouvoir entrer en deuxième année de prépa intégrée. Donc, il faudrait faire les admissions de la première année de la prépa intégrée. Ça veut dire sur le parcours au lieu d'études de France. Parce que tous les bacheliers doivent... Non, alors les prépas intégrées, la plupart des écoles d'ingénieurs, c'est hors Parcoursup. Donc ça, il faut regarder justement. Parce que je crois que c'est hors Parcoursup. Mais justement, ça, il faut regarder. Vous allez regarder tout simplement le site des écoles d'ingénieurs post-bac. Vous allez dans la section admission et vous allez très bien voir si elles sont présentes sur Parcoursup ou pas. D'accord ? Okay. Est-ce que vous pouvez candidater sur les deux pour la même formation sur le Parcoursup et sur l'étude de France, si c'est possible? Alors non, parce que la même formation ne sera pas accessible sur les deux. Vous, en tant qu'étudiant, enfin, un étudiant qui passe un bac étranger, donc pas français, ne pourra postuler sur Parcoursup que en BTS ou en classe prépa. Ok ? Donc vous n'aurez pas la possibilité d'accéder à d'autres formations. C'est que les BTS et les classes prépa. Pour tout le reste, les masters, les LUT, les licences 2, les licences 3, les licences 1, quelques écoles de commerce, quelques écoles d'ingénieurs, c'est études en France. Voilà. La première année du post-bac, des écoles d'ingénieurs de post-bac, ne peut pas être accédée à partir du Parcoursup, par exemple les INSA, par exemple. Je ne sais pas, c'est ce que je viens de vous dire. Ça, il faut vraiment regarder sur le site de l'INSA. Alors, il me semble que l'INSA, je pense qu'on peut aussi y accéder après 2 ans de prépa générale et non de prépa intégrée. Il faut regarder sur leur site, voilà. Donc, mais vous avez la possibilité de toute manière de postuler qu'en BTS ou en classe prépa CPGE, les prépas classiques. Okay, vous n'avez pas le droit de postuler à d'autres écoles d'ingénieurs sur Parcoursup. Ah bon? Voilà. Pour la lettre de motivation sur la plateforme versus la lettre classique. Donc, au niveau de la plateforme, on n'est pas obligé de respecter la structure classique de la lettre, c'est juste de mettre un contenu qui n'est pas... Parce que, par exemple, la présentation de la personne, parce qu'il a déjà son CV et son parcours, donc il n'est pas obligé de l'inclure dans la motivation, dans le champ. C'est l'étude de France, c'est juste partir directement vers... Oui, là, en effet, Aïchetou a présenté une lettre de motivation classique. Évidemment, sur la plateforme, c'est pas la même chose, puisqu'ils ont déjà toutes vos informations, effectivement, sur votre parcours. Et en plus, on est contraint, il y a un nombre limité de caractères, je crois que c'est 5000. 2500, je crois. 2500. Et en plus, effectivement, il me semble, quand on rentre, il n'y a pas de paragraphe, tout est à la suite. Ok. Et ben, très bien, enfin, ils sont bien conscients que les gens qui postulent sur études en France sont des étudiants étrangers, qui ne sont pas habitués à travailler avec les codes de l'aide de motivation française. Donc c'est aussi pour vous qu'ils ont choisi de faire ce format. Mais ça ne veut pas dire, effectivement, vous n'avez pas forcément besoin de mettre je me permets de vous présenter ma candidature. Non. Vous n'avez pas besoin de rappeler tout votre parcours. Mais justement, il faut aller à l'essentiel, faire des phrases simples, montrer que vous êtes renseigné sur la formation et voilà, et aller à l'essentiel. Et ça reprend les conseils qu'on vous a donnés. Mais effectivement, vous n'allez pas, tel quel, reprendre cette structure. Okay, mais vous pouvez vous en inspirer tout simplement pour faire une lettre de motivation pertinente. Voilà. Pour le BD,
c'est suffisant ou il faut rentrer directement dans chaque établissement pour voir les prérequis linguistiques avant de postuler? Effectivement, quand vous allez aller sur le panier de formation. Tout ça, on l'a mis sur le tuto, voilà. On a fait comme si on découvrait la plateforme. Donc effectivement, si vous n'êtes pas encore allé sur cette plateforme, vous allez voir que quand il y a la liste des formations, on clique sur une formation et en gros, il y a le prérequis. Donc le minimum, c'est B2. Okay, certaines formations vont dire B1, mais de toute façon, même si c'est B1, en tant que Campus France, on exige le B2. Donc ça, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Okay, c'est le minimum B2. Et il y a beaucoup de formations qui demandent le C1. Tous les masters quasiment demandent un C1. Et maintenant, on a vu apparaître depuis 1 an, il y a pas mal de licences 2. À partir de la licence 2, on demande un C1. Tout simplement parce qu'on a constaté, comme je vous disais, qu'un niveau de français insuffisant, c'était la première cause d'échec des études à l'étranger. Donc oui, les formations ont leurs propres prérequis. Enfin, nous, en tant que Campus France, on a aussi notre propre prérequis. On a notre propre prérequis, donc c'est le B2. Donc, mais évidemment, si nous on a un prérequis B2, si la formation a un prérequis C1, que vous n'avez pas de C1, il ne faut pas choisir cette formation. Voilà. Ok? C'est bon, j'ai répondu à toutes vos questions? Juste une question. Dans le parcours, mon ami il a dit qu'il y a un champ code postal, le zip code pour la Mauritanie, je crois. Bah, vous mettez n'importe quoi, 5 x 0. Voilà. 5 x 0. Voilà. Okay. Merci. Alors, une dernière question, parce qu'il est un petit peu tard. S'il y a une dernière question, allez, une dernière question et c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut postuler un parcours sans le niveau BD? Sans le niveau B2, non. Non, tout simplement parce que, oui. Quand vous allez, si vous avez une admission sur Parcoursup ou une admission en parallèle, sans avoir postulé sur études en France, en fait, nous, une fois que vous viendrez avec votre admission Parcoursup, il va falloir le niveau B2. On va vous demander de toute manière un niveau B2. Donc non. Et n'espérez pas réussir en France sans avoir un niveau B2. Enfin, on ne fait pas ça pour vous embêter, on fait ça pour que vous réussissiez vos études. Il faut quand même avoir ça dans la tête. J'imagine que vous allez en France, vous allez dépenser du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est pas pour tout rater. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le niveau en français, si vous n'avez pas réussi, de toute façon, on ne va pas vous laisser partir. Mais c'est pas pour vous mettre des barrières, c'est pour vous permettre d'être dans des conditions favorables pour réussir ses études. Ok, une dernière question et c'est tout. Après j'arrête. Bonsoir. Bonsoir. Certaines universités demandent le TCF en prérequis. Et comme que je suis titulaire de B2, est-ce que je peux postuler à ces universités? Oui, alors oui, et c'est vrai que certaines universités dans leur prérequis ne parlent que de TCF ou certaines ne parlent que de DELF. Non. Ça, c'est juste un B2, DELF ou TCF. Ok? Donc ça, il n'y a pas de problème. Ok, bon, bah, je pense répondu à toutes vos questions. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous pourrez revenir à l'Espace Campus France ou nous contacter à l'adresse mail ou nous appeler sur le numéro de téléphone. Donc voilà, donc si vous n'avez pas encore postulé sur études en France, c'est le moment de le faire et de soumettre vos candidatures. On les regarde un petit peu et qu'on ait le temps de vous orienter pour pouvoir modifier ses vœux avant le 31 janvier. Ok? Bon bah voilà, bonne soirée à tous.